Alors, Erev Tov, Fabrice, ça les noms. Les noms. On va faire le shiur Bezrat Hashem pour la Refoua Shelema. Merci. La Refoua Shelema de Laurent Yaakov Ben Roland, Linda Bat Jeanne Fortuné et Solange Bat Messodi. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu. C'est un beau thème. On l'a présenté comme catalyseur de la Géoula pour ceux qui ont vu le titre. Et on va essayer de voir ça. Moshe commence très très mal. C'est des fois qu'on commence une nouvelle entreprise, alors c'est compliqué si on commence très très mal au début. Il commence vraiment très mal. Comme on a expliqué la semaine dernière, il a vu Hachem lorsqu'il était avec le buisson ardent, etc. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Moshe, comme vous le savez, pour plusieurs raisons que les Chachamim ramènent, il rejette la chiroute. Il ne veut pas aller. Il ne veut pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas du tout son caractère d'être un leader. Ce n'est pas du tout son envie d'aller sauver le peuple. On a expliqué déjà le problème identitaire qu'il a. Il ne se sent même pas légitime à le faire. Et à un moment, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, c'est quoi? C'est pas toi qui vas parler. Comme l'a dit Aral Sefataïm, moi je ne parle pas bien. Il dit, c'est pas toi qui vas parler, c'est Aaron, le Lévi. Pourquoi Hachem il dit le Aaron, le Lévi? Rachid nous dit parce que, regarde, Aaron, ça devait être un Lévi. Mais comme tu ne veux pas aller délivrer le peuple, toi, tu devais être Cohen. Finalement, c'est lui qui va être Cohen et toi qui vas rester Lévi. Donc, direct. Première approche, premier contact réel avec Hachem direct, il perd la Keuna. Ça commence mal. Ça continue. Et qu'est-ce qu'on voit dans la fin de la paracha d'avant? Vayomer Hachem el Moshe, ata tiré Asher esse les pharaons. Dis-toi, maintenant, tu vas voir. Maintenant, tu vas voir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, maintenant, tu vas voir. Mais la guerre en Israël, tu ne la verras pas. Pourquoi? Parce que Moshe, il a dit, Lamar, Reota Lamazé. Pourquoi tu fais du mal? Pour rappeler l'histoire rapidement, Moshe, il a été voir Paro pour la première fois avec Aaron. Ils arrivent devant Akadosh Baruch Hu, devant Moshe. Paro. Ils arrivent devant Paro. Libère le peuple. Hachem, il a dit qu'il faut libérer le peuple. Il dit, Hachem, je ne connais pas. Repartez, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai compris. Vous avez du temps de libre? Alors on va rajouter du travail. Sur ça, les Bnei Israël, ils ont commencé à se plaindre à Moshe. Il dit, à cause de toi, c'est encore plus dur. Déjà que c'était dur, ça devient invivable. Ils ont rejeté Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il se trouve comme ça dans cette situation? C'est une situation qu'il ne voulait pas du tout. Il va voir Hachem, il va se plaindre. Mais attends, Hachem, pourquoi tu m'as envoyé pour leur faire du mal? Ah, je t'ai envoyé pour leur faire du mal. Alors sache que toi, tu vas la voir, la Géoula. Mais l'autre, tu ne la verras pas. C'est dur pour Moshe. C'est compliqué. Des fois, ça nous arrive à nous aussi. On démarre quelque chose, et c'est dur. Ça se passe mal. Et on croyait que c'était mal, et c'est encore pire après. On croyait qu'on a touché le fond, et ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe, face à ça? Moshe, il continue. Il continue, mais il continue à débattre avec Hachem. Il lâche pas le morceau. Et on va revenir là-dessus. On voit ici une chose qui est très importante à part ça. On voit ici l'opportunité qui se présente des fois à nous. Paro, il avait une opportunité. Il y a Moshe qui arrive devant lui. Paro, il connaît Hachem. Il connaît Yosef, il connaît Yaakov. On a déjà expliqué il y a 2 semaines. Il ne veut pas laisser partir les Bnei Israël. S'il dérange, au tout début de Shemot, il te dérange, bah renvoie-les. Pourquoi tu fais tout pour qu'il reste? Je ne comprends pas. Il te dérange dans ton pays. Vire-les. Non, je vais tout faire pour qu'il puisse à la fois rester, mais sans me déranger. Paro, il sait très bien tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas entendre parler de tout ça. Mais Paro, il a une opportunité ici. S'il avait dit oui, et d'ailleurs, on lui tend une perche, laisse-nous aller 3 jours dans le désert. On y va on lui donne déjà un argument qu'il pourrait présenter à tous ses ministres en disant non, ne vous inquiétez pas, ils ne partent pas définitivement, ils partent 3 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Le Zohar HaKadosh nous dit, comment on appelle une mitzvah? On appelle ça Dorona de Melka, le cadeau du roi. Et il nous dit comme ça, des fois tu as des moments dans ta vie où Hachem il te fait un cadeau, te donne une opportunité de faire une mitzvah. Et quand tu ne saisis pas cette opportunité, tu perds beaucoup. On a un autre exemple dans la paracha dernière. On a vu, c'est pas grave, on a vu les Skenim. Quand Moshe il est arrivé,
Il est arrivé devant le peuple d'Israël. Lui, il avait dit à Dieu, mais j'ai peur que j'arrive, je vais dire, je suis le Mashiach. Ils vont me dire, rentre chez toi, on ne te connaît pas. Tu n'es pas le Mashiach, tu es le prince d'Égypte. Il est arrivé, je suis le Mashiach. Ah ouais, t'es le Mashiach? Magnifique. Génial, Hachem a entendu notre prière. Le clan Israël a tout de suite bien réagi à l'arrivée de Moshe. Ils étaient très heureux de le voir. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe dit, allez, comme Hachem lui avait donné comme instruction, tu prends les Skenim et vous allez devant Paro. Il dit aux Skenim, on y va? On y va. Ils avancent avec Aaron. Ils arrivent devant Paro. Ils se retournent. Plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les Skenim? Au fur et à mesure, marcher. C'est un peu dangereux cette histoire quand même. Jusqu'à qu'il y en ait 3-4. Ouais, non, ici on y va. Paf. Moshe Aaron arrive devant, tout seul. De là, Akashboukh a dit une chose. Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, on va lire au Shabbat Yitro. On rappelle qu'il y a un très beau Shabbat Yitro qu'on organise Bezrat Hashem. Lorsqu'on arrive au mont Sinaï au Shabbat Yitro, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit à Moshe, toi tu montes, les Skenim ne peuvent même pas toucher la montagne. Sinon, ils meurent sur place, le Har Sinaï. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu te suivre. Eux, ils auraient dû monter avec toi au Har Sinaï. Tu n'aurais pas dû être seul. Ils n'ont pas voulu te suivre chez Paro. Maintenant que le travail était fait, ils ne te suivront pas non plus là-haut. Tu n'as pas pris les risques au moment où il fallait. Tu n'as pas saisi l'opportunité de servir Hachem dans la situation qui n'était pas évidente. Alors c'est trop facile, une fois qu'on est au Har Sinaï, il y a les Kolot Uvrakim, il y a le Matan Torah, on est le peuple d'Israël est craint par le monde entier. On n'a plus besoin de toi. Parce que nous disons le Chachamim, quand il y aura Mashiach, c'est fini la tchouva. Quand il y aura Mashiach, on n'accepte plus les convertis. Mais pourquoi? Parce que c'est trop simple, c'est trop tard. Elle est où la sincérité? Et ça, c'est l'opportunité qu'on a de faire une mitzvah, et encore plus quand c'est difficile. Quand on a des moments difficiles, c'est une énorme opportunité. Maintenant, d'être sincère et d'être authentique dans notre mitzvah. On ne souhaite pas raser d'avoir des moments difficiles. Et quand ça arrive, si on arrive à avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre qu'on vit un moment en réalité extraordinaire. Le moment, on ne le veut pas, mais maintenant il est là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ce moment et on le sublime. On prend, et on se dit, voilà, j'ai cette difficulté, j'ai cette mitzvah qui arrive, eh bien, je vais la faire dans la difficulté. Un jour, quand tout ira mieux, je pourrai dire, et à moi-même, être fier de ce que j'ai fait. Dans cette difficulté, j'ai surmonté et j'ai fait la mitzvah avec mon cœur, avec mon être. Je ne l'ai pas fait parce que c'était facile. Je ne l'ai pas fait parce que, tout le monde dit quand on parle d'école et ligne, d'étudier le matin, on dit oui, à la retraite. À la retraite, on étudiera. C'est-à-dire quoi à la retraite? C'est-à-dire que c'est quand ton temps, t'en as à revendre, alors là tu dis je vais donner un peu de temps à Dieu, mais quand je travaille, j'ai une famille, avec des enfants en bas âge, là non, j'ai pas le temps pour Hachem. Et d'ailleurs, très compliqué d'arriver à la retraite et de commencer. C'est jamais trop tard, mais très compliqué. Alors que celui qui a étudié, qui s'est battu, peut dire, tu sais, moi quand je travaillais 10 heures par jour, 4 enfants qui m'attendaient à la maison, ma femme, le matin, quoi qu'il, je prenais et j'étudiais. Chacun comme ses possibilités, soit il se lève très tôt, soit il repoussait son travail, mais j'ai tenu mes engagements, j'ai fait ça. Après, quand j'arrive à la retraite, je suis un Talmid Chacham. Là, c'est plus un kollel que je ne sais plus étudier le matin. C'est que là, je vais fleurir. Parce que j'ai fait les efforts. C'est toute l'histoire qui a sans rentrer dans le débat avec l'armée aujourd'hui. C'est que les enfants, quand ils ont 18, 19, 20 ans, leur étude, ce n'est pas l'étude qu'ils auront à 25 ans. Moi, je sais qu'on a fait la yeshiva. Alors, ce n'était pas l'armée, c'était les études. Tu fais des études ou tu commences la yeshiva. Tout le monde dit non, si tu fais la yeshiva maintenant, tu as 18 ans. C'est fini, tu ne reprendras jamais les études, tu vas perdre le goût, tu vas t'essouffler, tu vas finir sans études. Tu ne reprendras jamais, tu n'auras jamais le courage. Et d'un autre côté, oui, mais si tu ne fais pas yeshiva maintenant, quand tu vas la faire? Tu vas faire oui, t'inquiète, je ferai mes études, je gagnerai des sous, à ce moment-là, je pourrai faire. Mais c'est fini. Tu fais tes études, tu te maries, tu as des enfants, tu n'as pas fait yeshiva. Tu fais quoi? Tu as vu quelqu'un avec une famille qui a dit ok, je pars prendre à part Rabbi Akiva. Je pars pendant 1 an à la yeshiva, vous ne me voyez plus? Ah non, je vais étudier le matin, je vais aller. Mais c'est pas la yeshiva, ça. La yeshiva, c'est l'immersion totale. La yeshiva, c'est tu rentres dedans, tu dors dedans, tu étudies la nuit, le jour, l'après-midi, tu penses qu'à ça. C'est ton tracas, c'est de résoudre la marloquette, de résoudre l'incompréhension entre cette Gemara et ce Tosfot. C'est ça la yeshiva, et ça, tu peux le voir qu'une fois dans ta vie. Si tu le fais pas maintenant, c'est fini. Et je l'ai vu.
Ceux qui ont dit non, on fait les. Tu sais quoi? Je vais étudier le matin jusqu'à midi, et l'après-midi, je fais mes études. Rien à voir. C'est bien, c'est magnifique, on va dire. Mais si tu dois comparer, rien à voir. Donc, il y a ces opportunités à prendre. Alors, on arrive à notre paracha, et qu'est-ce qu'il dit? On voit un pasouk très très ambivalent. C'est chaque année, je suis toujours interpellé par ce pasouk, parce que il y a quelque chose auquel je pensais, je l'ai retrouvé dans un commentaire qui s'appelle le Torah Shlomo. Donc maintenant, je peux le dire en public avec beaucoup plus d'assurance parce que je l'ai lu. Il y a écrit dans le pasouk Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai. Dieu, il a parlé à Moshe. Alors, Vaïdaber, il y a toujours dit soit Vayomer, soit Vaïdaber. Vaïdaber, c'est une parole dure. C'est Midatadin. Et Elohim, c'est encore Midatadin. Toujours on dit Vaïdaber Adonai, El Moshe les morts. On a toujours Yudke Vavke. Là, on a Elohim. Ça veut dire qu'Hachem, il réprimande Moshe. Mais d'un autre côté, c'est quoi la suite? Vayomer elav, il lui a dit, là on utilise Vayomer, la miséricorde. Ani Hachem Yudke Vavke. Je suis Hachem, le nom d'Hachem qui est la miséricorde. Dans le même pasouk, on a tout et son contraire. On a Vaïdaber Elohim et Vayomer Hachem. Le pire de la Midatadin et le meilleur de la miséricorde. C'est quoi le message d'Hachem? Alors on continue, qu'est-ce qu'il dit? Vaïra el Avram el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai, u'shmi Adonai lo nodati lahem. J'ai apparu à eux, Avram, Yitzhak et Yaakov, avec mon nom, Shin, Dalet et Yud. C'est quoi ce nom-là? Vous savez qu'Hachem, il a plusieurs noms pour nous permettre à nous d'essayer de un petit peu comprendre son identité. Comme son identité, évidemment, elle est très complexe et elle est imperceptible, alors Hachem, il a divisé en plusieurs noms, et chaque nom, il a une signification et une façon qu'a Hachem d'intervenir dans le monde. Et Shin, Dalet et Yud, c'est le nom où Hachem il fait des promesses. Hachem, il fait des promesses. Il dit, moi, Abraham, Israël, Yaakov, j'aurais fait que des promesses. Mais j'ai rien accompli. J'aurais promis une terre, ils ont dû tout acheter. Abraham, il a dû acheter Marata Marpella. Yitzhak, il a dû acheter les puits que son père avait creusés lui-même. Yaakov, il a dû acheter l'endroit où il a mis ses tentes. Et ils n'ont jamais rien dit. Le Midrash, il va jusqu'à dire qu'Hachem, il a dit « Oi, ils sont où mes enfants chéris, Abraham, Yitzhak et Yaakov ?» Tellement il est, quelque part, touché par cette réflexion de Moshe Rabbeinu. Moi, je fais du mal au peuple d'Israël, c'est mon peuple, ce sont mes enfants. D'ailleurs, comment il les a présentés à Baro? Beni Bechori, mon fils, parce que Beni Bechori, parce que si mon fils aîné, tu ne le laisses pas sortir, alors toi, ton fils aîné, il mourra dans la Makat Bechorot. Mida Keneged Mida. Ce sont mes enfants. Tu crois que je leur fais du mal? Comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux, posaient pas de questions. Il faisait, Abraham, je lui dis, tu auras une descendance, et le lendemain, je lui dis, va sacrifier ton fils unique, Yitzhak. Il se lève le matin, il y va. Pose pas de questions. Et toi, tu poses des questions. Comment c'est possible? Donc on voit quelque part que Hachem, il s'en prend à Moshe sévèrement. Troisième attaque. Jusqu'à où Moshe, il peut tenir. On voit que, comment il se présente Hachem à Moshe? Il lui dit, à la fois, quand il dit Ani Hachem, ça veut dire quoi? Rashi nous dit, Ani Hachem, Ne'eman, les Shalem Sachartov, les Mitalachim, les Fanaï. Sache que le nom d'Hachem, une de ses facettes, c'est de dire que c'est Hachem qui est Ne'eman, que on peut avoir confiance en ce qu'il va faire. Évidemment, c'est Hachem, mais c'est cet aspect-là. Cet aspect que on étudiait tout à l'heure avec mon fils pour le bac Yeshayahu. Yeshayahu, il fait des remontrances au Klal Yisraël à un moment donné, et il parle du nom d'Hachem, il dit Hachem, c'est pas comme Bassar Vadam. Une personne qui te promet une chose, même si ça peut être la personne la plus honnête, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle va être demain. Donc elle te promet dans une semaine rendez-vous. Est-ce qu'on peut être sûr que il sera là dans une semaine? On ne sait pas. Est-ce qu'il est sûr qu'il dit un employeur, je te prends salarié, super paye, super poste. Est-ce que tu sais si d'ici là, sa société va tenir? S'il ne va pas avoir un problème? On ne sait pas. Alors, on fait ce qu'on peut. On se promet, on essaie d'être honnête, on fait des contrats. Mais est-ce qu'on est sûr à 100%? J'aime. Hachem, il est Ne'eman. Hachem, il est au-dessus de tout. Hachem, quand il te dit, c'est 100%. Et non seulement ça, c'est 100% pour donner Sachar Tov
Aolechim lefanai. Sachar tov, un bon salaire à ceux qui vont devant moi. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Des fois, quand on a parlé des opportunités des mitzvot. La mitzvah, on sait très bien qu'il faut la faire pour Hachem. On sait très bien qu'il faut la faire les Shem Shamaim. Mais ça va plus loin que ça. Des fois, comme on a dit, c'est compliqué. Vous savez, même quand on fait l'Alia. Il y a ceux qui font l'Alia parce qu'ils ont peur, parce qu'ils fuient la France, qu'ils fuient un autre pays, qui fuient des fois une situation, ou parce qu'ils se disent, bon, on voit bien que ça se passe, c'est en train de se passer en Israël, ça ne se passe plus ici. Raison aussi économique, peu importe. Il y a celui qui vient ici parce qu'il a un feu qui brûle en lui. Il a une tava. Il a envie, comme après Yom Kippour, il a envie de manger, il a envie d'être en Israël. C'est quoi la différence entre les deux? Ils ont une motivation qui vont les motiver, ils vont aller au bout. Sauf qu'on sait tous qu'en Israël, comme ailleurs, il y a des difficultés. Sauf que quand tu es en Israël, tu attribues toutes tes difficultés au fait que tu es là. C'est ça le problème. On a où qu'on aille, où qu'on soit, on a des difficultés. Sauf que quand c'est ici, tu as vu, ça ne nous serait pas arrivé là-bas. Ah, tu as vu, ça, on aurait pu faire autrement si on était là-bas. Tu vas tout mettre sur le dos d'Israël. Et c'est quelque part instinctif, parce que ta vie, elle a changé, tu arrives ici, et bien forcément, tu as cette façon d'appréhender les choses. Qu'est-ce qui va t'aider à surmonter ça? Ce qui va t'aider à surmonter ça, c'est ce feu. Si tu as quitté là-bas pour des raisons, encore une fois, tout est bon pour venir en Israël, il n'y a pas de problème, mais pour des raisons d'intérêt, dès que ton intérêt n'y est plus, c'est fini. J'écoutais un cours du Yenouka cette semaine. Il parlait d'une chose importante. Il disait, c'est quoi la simcha? C'est quoi la joie? Je ne crois pas que la joie, c'est quand il t'arrive quelque chose de bien et que tu es heureux. Parce que ça veut dire quoi? Que ta joie dépend de cet événement. C'est pas ça la vraie joie. Ça, c'est être content. Il a été loin. Il a dit ça, c'est la frivolité. Donc ça, c'est un autre niveau. C'est quoi la joie? La joie, c'est quand tu es heureux pour rien. C'est ton identité, tu es heureux, tu es content. C'est un niveau. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est pas attendre d'avoir la bonne nouvelle. Peu importe. Celui qui a trouvé son chidour, celui qui a sa femme est tombée enceinte, celle qui a réussi à trouver un travail, peu importe. C'est pas quand tu arrives à un objectif, hop, je suis joyeux. C'est vrai que ça provoque une satisfaction. Mais c'est pas la vraie joie. La vraie simcha, c'est celle qui dépend de rien. C'est celle que tu as réussi à faire partie de toi. Et bien c'est pareil ici. Lorsqu'on a cette opportunité qu'on dit de faire les mitzvot et qu'on les fait, eh bien à un moment donné, lorsqu'on vient en Israël et qu'on le fait avec cette envie de venir, même quand il y aura ces difficultés qui arriveront, alors j'aurai quelque part un pare-feu, un soutien moral qui est déjà là en disant « Ok, c'est dur, ok, peut-être c'est à cause que je suis là, mais je suis tellement heureux d'être là que c'est pas grave. » Je me rappelle... Avant qu'on fasse aller, on avait rencontré avec Shana un taxi qui nous a sortis de l'aéroport. Il dit, finalement, on s'est rendu compte qu'on se connaissait. Moi, j'ai fait l'AIA et tout, super et tout. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? Ça va? Non, mais là, je suis taxi, mais le matin, je suis boulanger aussi. Et le soir, attends, j'ai pas compris. Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je travaille tôt, ouais, c'est vrai, 3-4 heures du matin. Je finis vers 20 heures, mais c'est pas grave. Les enfants, ici, ils finissent tôt les écoles. Non, comment tu fais? Ah non, mais ma fille, elle est grande, elle a 11 ans, elle s'occupe des enfants, elle leur fait à manger quand elle rentre. Et ta femme, elle est où? Je travaille. Quand il m'a dit ça, je vais jamais faire de ma vie, quoi. C'est pas possible. Et en plus, c'était quelqu'un qui travaillait en face de Saint-Mandé. Je dis, mais c'est pas possible. Et il était heureux, hein. Il était là, ouais, il croyait qu'il était en train de me motiver. Et moi, je regardais ma femme, et il me regardait genre, ouh, je crois qu'on va retourner à Paris, on va même pas faire les vacances. Et parce que cette personne-là, au moment où elle te parle, elle a atteint un idéal. Elle espère que ça va aller, même si c'est dur. L'idéal, il est là, le socle, il est là. Alors, le temps, il passe vite. En tout cas, ça c'est... Alors, on va essayer de résoudre ce problème-là, de comprendre cette dichotomie qu'on a eue entre le Vayomer, le Vaïdaber, Hachem, Elohim et Moshe. La question qu'on peut se poser, c'est Moshe, pourquoi il est surpris? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem quand il était dans le buisson ardent? Il lui a dit, sache que tu vas arriver, je vais renforcer le cœur de Paro, il ne vous renverra pas. Hachem, il lui a annoncé la couleur. Il a joué carte sur table. Il lui a pas vendu du rêve. Il lui a pas dit, tu vas arriver
Et Moshe, il arrive, quoi? Il ne nous renvoie pas. C'est quoi cette histoire? Hachem, tu m'as dit d'y aller, mais hein? Mais je t'avais prévenu. Tu savais, Moshe. C'est quoi sa réflexion à Hachem, à Moshe? C'est quoi qui vient? De quoi il se plaint? Ça n'a pas marché. On le savait. C'est ça le plan. T'as pas lu la notice? C'est ça le plan. C'est comme ça que ça devait être. Alors, le Torah de Shlomo nous dit une chose. Moshe Rabbeinu savait très bien que ça n'allait pas marcher. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, si vous vous rappelez de l'histoire, la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'Hachem il s'énerve contre le clan d'Israël? On va le voir dans le Sefer Bamidbar surtout, où ça va arriver 10 fois. 10 fois que les clans d'Israël vont faire des choses très graves, et 10 fois qu'Hachem va menacer de les détruire. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il plaide. Il plaide, c'est pour ça qu'il a été choisi. C'est le meilleur avocat qui existe du clan d'Israël. Il plaide et il arrive à gain de cause. Qu'est-ce qu'il fait là, Moshe? Il plaide. Il savait qu'il y avait de cette xéra. Il savait qu'Hachem, il a fait une xéra, qu'ils n'allaient pas être délivrés tout de suite. Il savait que la Géoula, elle devait prendre du temps. D'ailleurs, il ne savait pas combien de temps. Parce que nous, on sait que ça va arriver juste après. Mais quand est-ce que la Géoula, elle devait arriver? Elle devait arriver au bout de 400 ans. Là, ils en sont à combien? À 210. Qui a dit qu'il ne reste pas 190 ans de longue Géoula? Puisqu'Hachem, il a dit, tu vas y aller, on va les libérer. Il n'a pas dit quand. Nous, on le sait, mais lui, il ne sait pas, Moshe. Donc quand Moshe, il voit qu'il y a une xéra qui est, à ses yeux, à lui, une mauvaise xéra, qui fait que le clan Israël ne peut pas être libéré tout de suite. Il arrive devant Paro, il le renvoie. Moshe, il plaide pour annuler cette xéra. Moshe, il dit à Hachem, non, on ne peut pas attendre. On ne peut pas continuer à les faire souffrir. Hachem dit, oui, mais c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi c'est comme ça que ça doit être? Justement, pour compresser les 190 ans qui restaient, il fallait qu'il y ait toute la souffrance de 400 ans qui soit compressée d'un coup. Et qu'on puisse sortir, qu'on puisse finir ce mauvais décret qui était basé depuis longtemps. Sauf que Moshe, il a peur d'une chose. En fait, de deux. Déjà, il a de la peine pour ses frères qui souffrent. Donc ça, même s'il fallait compresser ce que tu veux, lui, il s'en fout, il plaide. Et la deuxième chose, c'est qu'il a peur du clan d'Israël lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe juste après? Juste après, Moshe, il va les voir. Il essaye de les rassurer. Il essaye de les consoler. Et le passouk dit que le clan d'Israël ne l'écoute pas. Et le passouk dit pourquoi? Pourquoi? Mikotser roach ume avoda kasha. À cause du souffle court et du labeur qui était dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous dit un truc incroyable. Quand tu es dans la souffrance, tu es tellement acculé par toutes les difficultés qui sont autour de toi, tu n'arrives même plus à respirer. C'est très bien que Neshima, c'est les valeurs, c'est l'aide de Neshama. Ta Neshama, elle ne peut même plus s'exprimer tellement ton souffle il est court, tellement ton labeur il est dur, tellement tu n'arrives pas à voir le jour. Et c'est là, on sait très bien, une des techniques du Yetzer Hara, de te remplir de travail, de difficultés, de choses à faire, pour que tu n'arrives pas à voir les choses clairement. Et c'est aussi une des magnifiques vertus de l'étude de la Torah. Vous vous rendez compte, tous les matins, prendre un moment, 1 heure, 20 minutes, 2 heures, pourquoi pas 3, et se poser et couper tout. Il y a du travail, il y a des problèmes. Non, là c'est mon rendez-vous, je coupe tout. Ça t'amène une bracha incroyable. Parce que non seulement tu fais une mitzvah qui n'a pas de valeur, tellement elle est énorme, mais en plus de ça, tu deviens quelqu'un d'intelligent, parce que tu prends du recul sur la vie. Et ça, je peux vous témoigner que je l'ai vu, chez des gens qui ont commencé au collège chez Rav Schneor, ce sont des gens qui ont beaucoup réussi après. Alors on va se dire c'est la bracha, etc. Hachem, il promet que le Limoud Torah, il amène la tzlacha, c'est vrai. Mais ça va ensemble. C'est-à-dire qu'Hachem, il passe par des chemins qui sont des chemins naturels pour arriver aux choses. Ces gens-là, ils prennent du recul, ils réfléchissent, ils se déconnectent tous les jours. Mais leur cerveau, il prend une dimension incroyable. Ils arrivent ils ont un recul sur la vie qui leur font prendre voir des choses que quand tu as la tête dans le guidon, tu les vois même pas, alors que tu es devant. C'est incroyable de pouvoir prendre ce recul. Et c'est ça que Moshe il a peur. Il a dit, mais que Israël, si on les compresse comme ça,
ils vont jamais pouvoir sortir, ils vont jamais, même plus avoir envie de sortir, ça va devenir des animaux. On va leur enlever toute leur humanité. Non seulement ils vont souffrir, mais ils seront plus aptes à sortir. Qui on va faire sortir? Quel peuple? C'est plus un peuple, c'est du bétail. C'est ça qu'il avait peur, Moshe Rabbeinu. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Au début, il dit Vaïdaber Elohim, et après Vayomer Hashem. Ça veut dire quoi? Ça qu'Hachem, au début, il gronde Moshe. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais Moshe, je t'adore. C'est pour ça que je t'ai choisi. Ce que tu es en train de faire, allez, viens, on va les délivrer. Retourne chez Paro, on va faire les miracles. Ça veut dire que si Moshe n'avait pas réagi comme ça, mais qui sait combien de temps la Géoula aurait duré? C'est Moshe qui a provoqué la Géoula. Par son intervention, par avoir été capable de se mettre, s'il faut, même face à Hachem pour de défendre le clan Israël. Et encore une fois, comme il va le faire plusieurs fois au cours de l'histoire. Et en fait, c'est cette réaction de Moshe Rabbeinu qui va déclencher la Géoula. Alors, on se posait la question aussi, si vous avez un peu lu la paracha, si vous lisez un moment, vous avez peut-être une question qui arrive. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe quand il est au buisson ardent? Il dit, tu vas aller devant Paro et tu feras des miracles. Tu vas faire ton bâton, il se transforme en serpent, ta main, elle va être lépreuse, le Nil va se transformer en sang. Ce sont les 3 miracles qu'Hachem décrit à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe il arrive devant Paro, quel miracle il y a? Rien du tout. Il arrive devant Paro, il dit, il sort le peuple d'Israël. Paro dit non. Ok, c'est pas grave, il repart. La deuxième fois, oui, là il fait les miracles. Pourquoi la deuxième fois il y a les miracles et pas la première fois? Pourquoi la toute première fois, là, quand il y a la rencontre entre Moshe Rabbeinu et Paro, c'est pas à ce moment-là où son bâton il se transforme en serpent? Vous êtes posé cette question? Parce que les miracles, c'est pas pour Paro. Les miracles, c'est pour les Bnei Israël. Mais au début, les Bnei Israël, ils étaient partants. Ils avaient la Emouna au début. Ils n'étaient pas courageux d'aller devant Paro, mais ils étaient partants. Quand Moshe il arrive au début, ils ont dit oui, super, on t'attendait. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de miracle à ce moment-là. Mais à partir du moment où ils sont mis côte serroir, on met Avoda Kasha, qu'est-ce qui peut leur faire lever la tête une seconde? On ne peut plus passer par des voies naturelles. C'est le miracle. Et c'est pour ça qu'Hachem il a fait ça. Pour pouvoir justifier le miracle, il fallait qu'il n'y ait plus le choix pour sauver le clan Israël. Vous savez qu'Hachem a lui-même mis des lois sur cette terre. On n'a pas le droit de faire des miracles. On ne peut pas. D'ailleurs, on a nous une interdiction de Somer Halanes. Et Hachem lui-même s'est mis cette limite de ne pas faire de miracles. Sauf dans certains cas. Pour arriver et ouvrir cette exception, il fallait que le peuple d'Israël soit face au mur. Que ça soit le seul moyen de les sauver. Et là, on a déclenché cette Géoula qui a permis d'avoir tous les miracles et de sortir Bichouch Gadol avec beaucoup de richesse et beaucoup de Emouna, Baruch Hashem. Donc ça, c'était le mot sur la paracha. Alors, on a commencé un peu de retard, on prend 5 minutes de plus si vous êtes d'accord. On va parler des ilchot de Shabbat et on va continuer. Donc, on avait parlé des nérotes de Shabbat, on va continuer là-dessus aujourd'hui. Et on va poser une question. Combien de nérotes de Shabbat il faut allumer donc avant l'entrée du Shabbat? 2. Au moins 2. 3. Alors, il y a une raison pour 2? Zachar et Shamor. Ah, une, ça marche? Donc, si j'ai qu'une seule bougie, je peux faire la bracha et j'allume ma bougie. Ok. C'est quoi le mieux? Le mieux, la plus belle mitzvah? 2. Ah, plus? Combien plus? Alors, voilà. Donc, Razak, on a entendu à peu près tout ce qu'il fallait. Il manque juste un avis que vous n'avez pas dit. Donc, premièrement, Shana, Razak, le minimum, c'est 1, c'est pas 2. Une bougie de Shabbat, on a fait la mitzvah. On rappelle, on l'a dit la semaine dernière, que c'est la mitzvah de Shalom Bayit, mais aussi la mitzvah de Onek Shabbat. Donc, une bougie suffit, puisque le principe, c'est qu'il y ait de la lumière.
Le minag le plus répandu, deux, comme il est écrit dans Shulchan Aruch, Yesh Omrim, qu'il faut deux, pourquoi? Zachor Veshamor. Bedibur Echad, dans Parashat Yitro et Parashat Vaetranan, deux fois il y a la misa du Shabbat, une fois Zachor, une fois Shamor, donc on allume les deux. Il y a une autre minag d'allumer selon les membres de la famille, selon les enfants. Il y a un autre minag d'allumer 7, vous ne l'avez pas dit, 7 pour les 7 jours de la semaine. Mais effectivement, les Samama l'ont dit ensemble, la meilleure des choses, c'est plus il y a de lumière, mieux c'est. C'est pas comme Hanouka où il y a un chiffre précis, etc. Celui qui veut rajouter, c'est toujours mieux parce que c'est tout simplement logique. Plus il y a de lumière, plus c'est un Onek Shabbat, plus c'est joli. Donc, rajouter de la lumière, ça rajoute. Donc, chacun, s'il veut rajouter, il faut savoir que c'est une mitzvah. Nachon, une troisième. On rajoute une troisième. Pour la tchouva. Razak. Alors, une question qui va peut-être réveiller des passions. Est-ce qu'on fait la bracha avant ou après l'allumage et pourquoi? Les séfarades, c'est avant. Ouais. Et pourquoi? Est-ce que tu es auprès de la mitzvah quand tu fais l'action ou quand tu fais la bracha? C'est-à-dire? Tu vas faire la mitzvah du taïd. Si tu mets le taïd d'abord, on va prendre la mitzvah du loulav. Si tu prends le loulav dans les mains, il y en a qui disent, tu as déjà fait la mitzvah, alors tu peux plus faire la bracha. Nachon. Donc la question c'est est-ce que tu Alors, mais loulav. fais la mitzvah en faisant la bracha ou en faisant l'action de la bracha? Ok. Ça, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre avis? Oui? Je me rappelle que j'avais étudié que, en fait, quand on allume, si on décide de faire rentrer Shabbat au moment d'allumer les bougies, si je fais la bracha avant et j'allume après, comment j'éteins? Comment j'éteins? On pose la bougie. À partir du moment où on allume, on fait rentrer Shabbat. C'est pas un. Ouais. Mais j'ai fait la bracha. Tu Après, j'allume. tu brûles, mais la fin, c'est pas ça. Et j'ai allumé ma bougie. C'est pas le problème de la bougie. La bougie, on peut la poser. Non, mais même t'allumes. Oui, ça fait rien. Alors? J'ai fait la bracha. Et alors? Je fais rentrer Shabbat quand je fais la bracha. Ah, très bien. J'allume. Ok. Non, mais ça, je suis pas. C'est pas mal. Ouais. Ils ne font pas. S'ils font un SM, ils ne font pas. S'ils font un naïf, les femmes, ils ne font pas rentrer Shabbat dans les volets. Ah, très bien. Très bien. Oui. Il y a ma mère, elle fait rentrer Shabbat 10 minutes avant. Pour elle. Alors? Elle allume pour elle. Ouais. Elle utilise son téléphone. Et toi, tu as le droit de faire ce que tu veux après? Non. Ah, ok. Je fais rentrer pour tout le monde. Pour tout le monde, toute la maison. Très bien. Alors, on a relié deux choses, et c'est intéressant. C'est à partir de quand Shabbat y rentre, et la question de la bracha. Alors, déjà, on a un principe, pour répondre à ce qui a été dit, c'est que la mitzvah ne dépend jamais, on l'a vu au kollel, de la bracha. N'importe quelle mitzvah que je fais, par exemple, je mets les tefilines, j'ai pas fait la bracha, la mitzvah est faite à 100%. La bracha, c'est un plus. C'est midera banan, c'est chachamim. C'est quoi la bracha? C'est une préparation à la mitzvah, où je me concentre en bénissant Hachem de me permettre, on a expliqué l'opportunité de faire une mitzvah. Donc on bénit Hachem qui nous donne l'opportunité de faire une mitzvah. En même temps, on se rend compte qu'on fait une mitzvah et on fait la mitzvah. Si je mets mon talit sans bracha, j'ai fait 100%. Si n'importe quoi, toutes les mitzvot que vous voulez, sauf une seule, c'est le birkat. Pourquoi? Parce que faire un bracha, c'est ça la mitzvah. Donc effectivement, si tu n'as pas fait la bracha, bah, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est pas une mitzvah de manger. C'est ça, c'est d'autres brachot. C'est brachot anéenot. C'est les brachot de profit. Là, effectivement, c'est de faire la bracha. C'est pas comme le birkat, mais cette fois-ci, c'est midera banan. C'est la bracha qui est la mitzvah. Mais manger, c'est pas la mitzvah. Donc, ça, c'est le principe. Maintenant, on a un autre principe qu'on avait déjà vu ensemble qui s'appelle Over la Siyatan. Over la Siyatan, c'est qu'Acham, ils ont dit toujours d'abord la bracha, ensuite la mitzvah. Et c'est logique puisque la bracha vient te préparer à la mitzvah. Tu vas pas faire la bracha une fois que tu as déjà fait la mitzvah. Et d'ailleurs, tu peux plus la faire une fois que tu as fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que si j'ai mis les tefilines, après je les enlève, je peux plus faire la bracha sur les tefilines, c'est bracha levatala. Tant que je les ai sur moi, je peux la faire. Parce que je suis constamment en train de faire la mitzvah. Mais une fois que je les ai enlevés, c'est trop tard. Concernant les nérotes de Shabbat, donc normalement, d'après ce que je vous ai dit, il semblerait acquis qu'il faille d'abord faire la bracha et ensuite d'allumer. La mitzvah, c'est l'allumage des nérotes et ensuite j'allume les nérotes. Effectivement, c'est ce que font les Sfaradim. C'est quoi le problème quand je fais ça? Le problème, c'est que d'après les Ashkenazim,
Quand la femme, elle allume les Nerot, elle fait rentrer Shabbat. Et non pas quand elle allume, mais quand elle fait la bracha. C'est ce que tu as dit. Quand la femme, elle dit l'adlik ner shel Shabbat, elle dit Shabbat. Ça veut dire c'est Shabbat. Donc elle a fait rentrer Shabbat. Comment elle va allumer des Nerot maintenant? Elle va transgresser Shabbat, va mal commencer le Shabbat, puisqu'elle va allumer des Nerot pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On allume, on couvre, pour ne pas profiter des Nerot. Comment on s'arrange avec le ouvert la siatane? Un petit tour de passe-passe. On couvre comme ça avec les mains, on couvre les yeux. Comme ça, on ne profite pas des Nerot. Je fais la bracha et hop, des Nerot. Et là, j'ai fait la mitzvah de Shabbat. Des Nerot. Parce que la mitzvah, c'est d'en profiter. D'ailleurs, très important, si vous ne mangez pas chez vous vendredi soir, vous allumez les Nerot, vous partez. C'est pas encore Shabbat. Vous partez, vous revenez, les Nerot, elles sont éteintes. Le bracha levatala. J'ai pas profité de mes Nerot. Il faut prévoir plus gros. Ou rester, ou pas partir tout de suite. Ou envoyer quelqu'un pour en profiter. Bon courage. En plein repas, Binyamin, pour retourner à la maison, profiter des Nerot. Non, c'est... Si tu restes, c'est bon. Il faut que ça soit le soir, la nuit. Il faut que ça soit la nuit. Et donc, effectivement, il y aura cette discussion, à savoir, est-ce qu'on fait la bracha avant ou après? Et donc, comme je vous dis, ça dépend, Sfaradim, Ashkenazim, il faut comprendre le principe. Alors maintenant, on a parlé d'une chose, on finira là-dessus, c'est l'heure de l'allumage. Donc, d'après vous, à quelle heure on peut allumer ou on doit allumer les Nerot de Shabbat? On peut ou on doit? Je crois qu'on peut avoir ça. Plag Mincha, ok. 18 minutes avant Et 10 minutes avant Shkia. Donc si 8 minutes avant Shkia, je dis mince, j'ai pas allumé les Nerot, trop tard. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à Shkia. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Il manque des éléments. Alors, 18 minutes, c'est avant la Shkia. Les fameuses 18 minutes qu'on donne, c'est avant la Shkia. Voilà. On arrive au 0, c'est au moment où le soleil il s'est couché complètement. Alors, on va voir 40 minutes. Ça, ils ont rajouté. Et d'ailleurs, en Aria, ils font une demi-heure, 28 minutes. En France, c'est 18. En Aria, c'est 28. Quand vous regardez les calendriers, c'est 28. Donc, eh ben, ça dépend qui vous l'annonce. Ça dépend qui vous l'annonce. Vous regardez Kalji, vous avez l'heure exacte de 18 minutes avant la Shkia. Donc l'heure d'entrée qui est écrite sur Kalji, c'est 18 avant la Shkia. À Naharia, vous regarderez les calendriers de Naharia, c'est 28 minutes avant la Shkia. À Jérusalem, c'est 40 minutes. Ouais. Ah, peut-être. Je parle de paramètres de base, alors moi, j'ai rien touché. Non, en fait, soit Rav Ovadia Yosef, soit Rav Rosen. Ça, c'est encore autre chose. Oui, mais du coup, ça dépend ce que tu vas paramétrer. Je crois pas que ça change sur la... Ça change ça? Bon, ça, c'est encore autre chose. En tout cas... Oui. Oui, alors... L'horaire de base, quand est-ce que Shabbat y rentre? C'est au coucher du soleil. En réalité, on ne sait pas si c'est couché ou tombé de la nuit. Comme on est Bessafek, c'est Deoraita, on ne prend pas de risque. Donc le coucher du soleil, c'est la dernière seconde, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, il y a une mise à Tosefet Shabbat. On doit rajouter. Tosefet Michol à la Kodesh. On doit rajouter du Kodesh. Donc comment on fait? On fait rentrer Shabbat un peu avant. En même temps, ça permet d'avoir une petite marge. D'accord? Donc c'est pour ça que ce qui a été convenu, mais il n'y a pas d'alacha sur ça, c'est 18 minutes. D'accord? Avec, je vous dis, Naria, c'est 28, Jérusalem 40. Chacun va faire selon comme il veut. Mais en tout cas, on met une barrière. Et voilà. La chose qui est importante, et ça pose un problème à Jérusalem, c'est que à partir de quand je peux allumer mes Nerot, donc comme Dani l'a dit, c'est à partir du Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est bien avant, c'est 1 heure, 1 heure et demie, des fois, ça dépend des heures relatives avant la Shkia. Le problème qui est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est que si jamais j'allume au Plag HaMincha, ça ne se voit pas que j'ai fait la mitzvah pour Shabbat, puisqu'il fait encore grand jour. Ça ne se voit pas. Et là, il y a une halakha qui n'est pas connue du tout, mais qu'il faut connaître. Dans quel cas j'ai le droit d'allumer au Plag HaMincha? J'ai le droit d'allumer au Plag HaMincha si je montre que c'est Shabbat.
Comment je vais montrer que c'est Shabbat? C'est si j'accepte Shabbat. Ça veut dire que quelqu'un qui allume au Plag Mincha, il accepte le Shabbat de facto, qu'il le veuille ou non. Pour lui, on est d'accord. Pour lui. Non, parce que pour répondre, si la femme chez elle, elle fait ça, très bien. C'est pour la femme. C'est pour la femme. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Et jusqu'où on peut aller? Et bien là, la fin, normalement, c'est 30 minutes. C'est pour ça qu'il y a un problème sur... Le Rav Ovadia, il n'est pas content sur ces 40 minutes de Jérusalem, il le note dans le Yakut Yosef, parce que c'est 30 minutes. Normalement, c'est 30 minutes. Il ne faut pas trop être en avance sur l'heure de Shabbat. Il faut être bien organisé. Hein. Ça, en général, on n'a pas de mal à être pas trop en avance. Mais en tout cas, c'est 30 minutes avant. 30 minutes avant, on peut faire entrer Shabbat. Et d'après les Sfaradim, la femme ne fait pas rentrer... Elle peut, allumer les nérotes, et le Shabbat n'est pas rentré. D'après les Sfaradim, le Shabbat n'est pas rentré. D'après les Ashkenazim, l'allumage fait rentrer Shabbat, sauf si elles font un Tnaï. On dit une fois par an, elle dit... À Rosh Hashanah, par exemple, ça peut être un moyen de s'en rappeler. Une fois par an, on dit je prends la condition que quand j'allume les nérotes, je ne fais pas rentrer Shabbat. Une femme Sfarad, si elle veut dire, elle peut le dire, c'est bien, c'est toujours une mesure en plus, mais c'est pas obligatoire. Une femme Ashkenaz, c'est obligatoire, parce que sinon, elle fait rentrer Shabbat en même temps. Mais ça, ce n'est vrai que si on a fait rentrer Shabbat dans la demi-heure. Si on a fait rentrer Shabbat trop tard, on peut plus. On peut plus. Donc, fais attention de ne pas allumer les nérotes trop tôt. Il faut faire attention, hein, c'est compliqué, parce que c'est pas trop tard, pas trop tôt, être organisé, mais pas trop non plus. Donc, pas faire entrer les nérotes trop tôt. Et d'ailleurs, par rapport au... Il y a une... Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? J'ai marqué où ça? Tsarich, voilà. Dvarim tsarich adam lomar beto, erev Shabbat im chashecha edliko et taner. Un homme, il a une mitzvah de dire, la veille de Shabbat, Adiko et Taner, il dit à sa femme, il faut allumer les nérotes. Il faut dire gentiment, il faut allumer les nérotes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, normalement, dans le meilleur des cas, la femme doit être avec ses habits de Shabbat au moment où elle allume les nérotes. Donc c'est vrai qu'on arrive à un stade, vraiment, tout est prêt. Les enfants, ils sont en chemise, prêts à partir à la synagogue. Tout le monde est là, Shabbat Shalom, le grand sourire, hein, tout est propre, etc. La table est mise, et là on arrive, elle est bien... tout le monde est bien habillé, on allume les nérotes et tout le monde répond Amen. Voilà. Bon, ça c'est un peu compliqué. Mais n'empêche que il faut que la femme ait la tête couverte, donc ça vous le savez, et il faut en principe avoir les habits de Shabbat parce que c'est au moment où on allume les nérotes, on fait une mitzvah. Donc il faut la faire comme il faut avec les habits de Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a des villes où ils font d'ailleurs des alertes comme ça. Attention, il y a les Shabbats qui arrivent. Et voilà. Donc faire attention à faire rentrer Shabbat et allumer les nérotes au bon moment. Chazak ou Baruch.